Welcome to a new episode of Ma al-Maghrib, Min Washington. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Médien TV. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. La tension entre la Chine et les États-Unis au plus haut après la visite en Chine de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Une rivalité économique doublée d'un climat de tension militaire qui montait d'un cran. Face à la Chine, les États-Unis renforcent leurs alliances avec les Philippines et le Japon suite au sommet trilatéral qui s'est tenu le 11 avril. Enfin, l'intérêt de la Chine pour le continent africain est de plus en plus marqué et le Maroc continue d'être une destination attrayante pour les investisseurs internationaux. Le monde vit aujourd'hui un moment crucial de l'histoire des relations internationales marqué par des tensions qui influent non seulement sur les politiques des principales économies, mais également sur la dynamique sécuritaire et géostratégique à l'échelle planétaire. Alors que nous approfondissons notre compréhension de ce désordre relationnel, il s'avère impératif de saisir les multiples interactions entre les principaux acteurs, en particulier entre les États-Unis et la Chine, ainsi que leur impact sur les autres nations de la mer de Chine méridionale aux rivages africains. En effet, la récente visite en Chine de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, revêt une importance capitale dans le récit actuel des relations sino-américaines. Cette visite, destinée à apaiser les tensions issues d'années de différends commerciaux et de méfiances stratégiques, a eu au contraire pour effet de raviver ces tensions. À travers ces pourparlers de haut niveau, les deux nations semblent chercher un terrain d'entente, mais les rivalités stratégiques sous-jacentes demeurent plus vives que jamais et témoignent d'une relation complexe où diplomatie et compétitivité coexistent difficilement. Parallèlement au durcissement du conflit économique, nous assistons à une montée des tensions militaires en mer de Chine méridionale, une région cruciale pour le commerce international qui s'est progressivement militarisée du fait des revendications territoriales de la Chine, une puissance impérialiste qui entend remettre en question les droits maritimes de ses voisins et les intérêts stratégiques des États-Unis. Cette situation met en lumière un équilibre délicat des pouvoirs dans l'espace Indo-Pacifique. Le récent sommet trilatéral regroupant à la Maison-Blanche les États-Unis, les Philippines et le Japon souligne l'importance cruciale de la coopération dans cet environnement sous tension et la volonté de renforcer les engagements américains envers ces nations en présentant un front uni face aux ambitions militaires et économiques chinoises. Des alliances qui revêtent une importance capitale pour la sécurité et la stabilité collective dans la région, en fournissant un contrepoids à l'essor de la Chine. Nous porterons enfin notre attention sur l'Afrique où les ambitions chinoises se matérialisent à travers d'importants investissements et partenariats. Dans ce contexte, le Maroc émerge comme un acteur incontournable de par sa position stratégique au carrefour entre l'Europe et l'Afrique, qui le rend extrêmement attractif pour les investissements étrangers. Le Maroc cherche à capitaliser sur cette position en diversifiant ses partenariats économiques, offrant ainsi un exemple de la manière dont les nations africaines peuvent naviguer dans les complexités de la géopolitique et de l'économie mondiale, à une époque dominée par la concurrence entre les grandes puissances. Pour discuter de ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau Richard Goodstein, directeur de Goodstein et Associés. En tant que stratège politique, il a été conseiller de Bill et Hillary Clinton. Sa contribution à l'initiative des bâtisseurs de la paix lancée par Bill Clinton et Al Gore dans le dessein d'atténuer les tensions entre Israël et les Palestiniens témoigne de son engagement en faveur de la résolution des conflits internationaux. Parmi nous également, notre chroniqueur Chris Lapetina, fondateur de Focus Consulting. Nous nous rendrons également devant la Maison-Blanche pour une discussion avec Mark Albert, journaliste récompensé du prestigieux prix Peabody,
En tant que journaliste d'investigation à l'échelle nationale, il a dirigé l'unité d'enquête de Us Television basée à Washington, D.C. Actuellement, il exerce en tant qu'analyste des médias et dispense des formations visant à aider les cadres à améliorer leurs compétences en communication. Bienvenue, messieurs. Alors, avant d'entamer notre débat, je vous propose une lecture de l'article suivant, paru dans le New York Times, intitulé « La Chine se sent encerclée par les États-Unis et dispose de peu de moyens de riposte ». La Chine perçoit un encerclement par les États-Unis et se trouve dans une position de riposte limitée. C'est le thème abordé dans un article récent du New York Times, rédigé par David Byrne, qui commence en soulignant les efforts du président américain Joe Biden pour consolider des alliances de sécurité dans le voisinage chinois. Selon Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, Washington mène une campagne systématique visant à contenir et à isoler son pays. Xi Jinping se trouve dans une situation où ses options d'action sont limitées. L'article indique également que cette pression s'est intensifiée la semaine dernière lors du sommet tripartite entre les États-Unis, le Japon et les Philippines à la Maison-Blanche, où l'accent a été mis sur la nécessité de former un front uni face à l'agressivité croissante de la Chine, en particulier dans les mers de Chine méridionale et orientale. Le président américain a réaffirmé l'engagement ferme de son pays envers la défense du Japon et des Philippines et des accords ont été conclus pour intensifier les exercices militaires conjoints ainsi que pour investir dans de nouvelles infrastructures et une coopération technologique. Ces mesures s'inscrivent dans le prolongement d'un accord de défense conclu l'année dernière entre Biden et les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud, ainsi que dans le cadre des efforts visant à développer des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire avec l'Australie et la Grande-Bretagne. En outre, les États-Unis cherchent à renforcer leurs relations avec l'Inde, perçue comme un contrepoids majeur à l'influence croissante de la Chine dans les pays en développement, notamment par le biais du groupe Quad, dialogue quadrilatéral pour la sécurité. La visite de haut niveau du président de l'Inde à Washington l'année dernière a accru les soupçons chinois à l'égard de l'Inde. Selon le directeur du programme de sécurité en Chine et en Asie à l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, il est manifeste que la Chine s'inquiète de ces évolutions, interprétant que les États-Unis et leurs alliés ont délibérément opté pour une politique d'endiguement à son égard. En dépit des divergences avec les États-Unis, la Chine participe à des pourparlers entre les dirigeants et les hauts responsables des deux pays, tandis que les relations avec ses voisins comme l'Australie montrent des signes d'amélioration progressive. Les analystes ont noté que Pékin a également évité de renforcer sa présence militaire à Taïwan ces derniers mois, même après l'élection d'un dirigeant peu apprécié par le Parti communiste chinois sur l'île. Alors, je me retourne vers Chris Lapetina. En fait, Janet Yellen, la secrétaire du Trésor des États-Unis, a rencontré ses homologues chinois à Pékin. Cependant, une telle visite n'a guère apaisé les tensions. Bien au contraire, elle semble les avoir exacerbées en les plaçant sous le feu de la rampe. Alors, en quoi pensez-vous que cette démarche a contribué à la résurgence des tensions entre la Chine et les États-Unis? Well, Mark, as we just heard in a report from the New York Times, China is a competitor of the U.S. Marc, comme nous venons de voir dans l'article du New York Times, la relation entre la Chine et les États-Unis est complexe. La Chine est à la fois un concurrent, un rival et un partenaire économique. Notre espoir est qu'elle ne devienne pas un ennemi. Cependant, certains événements ont compliqué cette dynamique. La première préoccupation abordée par la secrétaire Janet Yellen est que la Chine a soutenu la Russie pour échapper aux sanctions internationales imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine. En fournissant à la Russie une technologie militaire avancée, la Chine contrevient aux sanctions en place, créant ainsi des tensions significatives entre nos nations.
Cette situation immédiate vient s'ajouter aux préoccupations économiques plus générales concernant la Chine depuis son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. D'autant plus, nous accusons la Chine de pratiques déloyales telles que le vol de propriété intellectuelle, le protectionnisme et le dumping, qui consistent à vendre des produits à des prix très bas pour maintenir une domination sur le marché, en violation des règles commerciales internationales. Ces problèmes, certains nouveaux et d'autres persistants depuis des décennies, continuent de créer des tensions. Alors que les États-Unis et la Chine rivalisent pour une position de superpuissance mondiale. Très bien. Merci Chris. Alors pour approfondir notre compréhension de l'état actuel de nos relations avec la Chine, des entraves à la concurrence et des conflits qui les entachent, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec notre collègue Mark Albert, juste devant la Maison-Blanche. Je vous propose de visionner cette entrevue. Bienvenue à vous avec le Maroc depuis Washington. Et nous sommes actuellement près de la Maison-Blanche à Washington DC en compagnie de notre ami Mark Albert, reporter et journaliste de renom, anciennement affilié à CBS News et Hearst Broadcasting. Cette semaine a été particulièrement intense ici à Washington DC, avec un accent en particulier sur les événements en Asie, ce qui pour les médias complique la réalisation d'une couverture complète et de qualité. Alors comment faites-vous pour suivre des sujets aussi divers que la guerre en Ukraine, les élections à venir en novembre ou encore, comme je le disais, les enjeux en Asie et spécifiquement en Chine ? Comme vous le savez par votre expérience à la Maison-Blanche, le défi était de souligner la capacité de jongler avec plusieurs priorités en même temps. Le temps est précieux et les ressources également sont souvent mises à rude épreuve. Cette semaine, par exemple, nous avons observé le renforcement des relations entre les États-Unis, les Philippines et le Japon, marqué par le tout premier sommet trilatéral à la Maison-Blanche, avec la présence du président des Philippines et du Premier ministre du Japon. Cette initiative revêt une importance stratégique majeure pour l'administration Biden, qui a exprimé sa frustration ces dernières années. Aujourd'hui, il est impératif de recentrer notre attention sur l'Asie et la Chine. En 2008, alors que j'étais à la Maison-Blanche, les Jeux olympiques de Pékin ont été éclipsés par l'invasion de la Géorgie par les Russes. Il y a eu ensuite la crise financière de 2009 qui a complètement monopolisé l'attention. Par la suite, ça a été la pandémie mondiale de Covid-19 qui imposait de nouvelles priorités en matière de relations internationales et notre capacité à réagir rapidement face à ces évolutions a été rudement mise à l'épreuve. Alors que la Chine est souvent désignée comme la principale menace des États-Unis de l'Occident, recentrer cette priorité peut s'avérer ardu dans un monde accaparé par la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient. Tous les présidents des temps modernes vous le diraient probablement. L'histoire et l'actualité ont tendance à interférer avec leurs programmes et leurs priorités. Par exemple, George W. Bush avait l'intention de mettre l'accent sur l'éducation et d'autres questions, mais les événements du 11 septembre sont intervenus changeant radicalement la donne. Un exemple notable est celui de l'administration Trump, dont les priorités ont été largement éclipsées par la pandémie du Covid-19 au cours de sa dernière année de mandat. Cette crise qui survient seulement une fois par siècle a profondément altéré le cours de l'histoire et a peut-être contribué à l'élection de Joe Biden. Abordons la question complexe de la Chine. Cette problématique est particulièrement délicate, étant donné que notre économie repose en grande partie sur le commerce bilatéral avec ce pays, notamment en ce qui concerne les biens et services et l'industrie manufacturière. Et si la Chine persécute la minorité musulmane des Ouïghours, qui subit une répression à grande échelle, la question des droits de l'homme est souvent reléguée au second plan face aux autres enjeux internationaux. Cette dualité pose-t-elle des difficultés dans la manière dont nous abordons cette question ? Les nations occidentales se trouvent confrontées à une décision cruciale. Doivent-elles accorder la priorité aux droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la situation des Ouïghours, même si cela pourrait compromettre les relations bilatérales ou trilatérales, alors que la Chine cherche peut-être à mettre l'accent sur les aspects économiques de ses relations internationales. Les États-Unis et d'autres nations occidentales se trouvent engagés dans une délicate danse diplomatique. Évaluons avec soin l'intensité de leur pression et de leurs arguments sur cette question. Cette situation rend la tâche extrêmement ardue en progressant sur plusieurs fronts simultanément.
Abordons maintenant les défis économiques de la Chine, notamment en ce qui concerne Hong Kong et Taïwan. La Chine a intégré Hong Kong en partie pour son importance financière et culturelle. Cependant, la véritable menace se situe actuellement à Taïwan, où nous observons une pression militaire accrue dans le détroit de Taïwan, ce qui suscite la préoccupation des États-Unis. C'est précisément pour cette raison que l'attention s'est tournée vers le Japon et les Philippines, du fait de leur position stratégique le long de ces détroits et voies maritimes essentielles. Nous venons de voir le président chinois Xi Jinping rencontrer un ancien président de Taïwan. Une démarche interprétée comme une tentative de déstabiliser l'administration actuelle de Taïwan. Les tensions sont particulièrement palpables en mer de Chine méridionale, où la Chine renforce de manière agressive sa présence militaire. C'est dans ce contexte que les États-Unis, le Japon et leurs alliés ont récemment mené des exercices militaires conjoints pour la première fois impliquant les Philippines, l'Australie, le Japon et les États-Unis en mer de Chine méridionale. Bien entendu, la Chine ne voit pas d'un bon œil ces activités. Ainsi, les frictions entre l'Occident et la Chine, en particulier dans les domaines que vous avez mentionnés, sont devenues une préoccupation majeure. Explorons maintenant la dynamique concurrentielle entre les États-Unis et la Chine sur le continent africain. L'Afrique est un continent très riche en termes de ressources minérales, de main-d'œuvre et de matières premières. D'ailleurs, des pays comme le Maroc illustrent cette compétition. Les États-Unis se trouvent en concurrence directe avec la Chine pour s'engager avec ce pays jeune, dynamique et doté de vastes perspectives d'avenir. Alors, quelles mesures les États-Unis devraient-ils prendre pour promouvoir une coopération accrue avec le continent africain et notamment avec des pays comme le Maroc ? Cet aspect est souvent souligné par les observateurs et les analystes qui estiment que les États-Unis ont négligé le continent africain au cours de la dernière décennie. Pendant ce temps, le président Xi Jinping a lancé son initiative majeure, la ceinture et la route, offrant d'importants prêts à de nombreux pays africains pour financer des projets d'infrastructures tels que les ports et les ponts. Les États-Unis tentent désormais de rattraper leur retard dans la région, mais ont récemment rencontré des revers, y compris dans le domaine de la lutte antiterroriste, où des coups d'État ou des tentatives de coups d'État ont sapé leurs efforts. Parallèlement, le modèle chinois s'étend désormais en Amérique du Sud, avec certains pays contraints d'abandonner leurs liens avec Taïwan. En fait, les États-Unis ont semblé en retrait ces dernières années, mais il y a désormais une volonté manifeste en Afrique de rééquilibrer ces relations. Il est souvent mentionné que la Chine adopte une approche stratégique à long terme. Cependant, nous nous trouvons actuellement en période électorale aux États-Unis avec un scrutin prévu pour novembre. Cette période est souvent source de controverses et la Chine observe attentivement ces développements, sachant qu'elle pourrait potentiellement attendre 1 voire 2 ans avant de voir des changements significatifs dans la politique américaine. En considérant cette dynamique, comment envisagez-vous l'évolution de cette relation au cours des 2 prochaines années, voire même au-delà ? Aux États-Unis, le processus politique est rythmé par des cycles relativement courts, s'étalant sur des mois, tandis qu'en Chine, il est planifié sur des décennies. Ces différences de calendrier créent inévitablement des tensions car les États-Unis, comme vous l'avez souligné, naviguent d'un cycle électoral à l'autre tous les 4 ans. Actuellement, nous sommes également confrontés aux élections de mi-mandat qui revêtent une importance considérable. Lorsqu'une administration perd le contrôle d'une chambre du Congrès en cours de mandat, certaines de ses priorités risquent de ne pas se concrétiser. En revanche, la Chine adopte une perspective à long terme, ce qui est souvent perçu comme une approche plus stratégique qui diffère de celle des États-Unis, qui semblent parfois simplement réagir aux crises du moment. Permettez-moi de soulever une dernière question. L'élection présidentielle aux États-Unis se rapproche à grands pas, une élection qui s'annonce très controversée. Alors j'aimerais m'adresser à nos téléspectateurs en Afrique du Nord et leur offrir un aperçu de ce qui va se dérouler chez nous au cours de l'année à venir, ainsi que de l'impact que cela pourrait avoir sur les contenus qu'ils verront sur leurs écrans de télévision et sur Internet en provenance des États-Unis. Cette perspective médiatique est essentielle alors que nous nous préparons à une élection chargée de controverses. Cette vision étroite des médias et des citoyens américains concentrés sur les 6 prochains mois n'affectera pas seulement l'Afrique du Nord, mais également de nombreux alliés et observateurs à travers le monde. Ces 6 mois à venir revêtent une importance capitale, car ils détermineront les priorités et l'orientation des États-Unis pour les 4 années à venir.
Nos alliés en Afrique du Nord pourraient ressentir un sentiment d'isolement et un certain manque d'attention de la part des États-Unis. Bien que l'administration Biden affirme poursuivre ses priorités en matière de politique étrangère, il est un fait que pendant une campagne électorale présidentielle, l'attention des politiciens et des conseillers est souvent détournée des affaires internationales. Washington DC est en pleine effervescence cette semaine et les 6 prochains mois s'annoncent tout aussi animés. Marc Albert, je vous remercie vivement d'avoir accordé un peu de votre précieux temps aujourd'hui à notre émission avec le Maroc depuis Washington. Je vous propose maintenant de retrouver notre correspondante Jeanne Mansour. بينما الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة في إدانات. Alors que les États-Unis sont plongés dans des conflits, des condamnations et des enquêtes électorales qui persistent depuis l'époque de l'ancien président américain Barack Obama, la Chine adopte une approche discrète et patiente, attendant que la situation se détériore davantage. Malgré les prétentions des États-Unis et de la Chine à être des partenaires de premier plan sur l'échiquier économique mondial, Washington continue de proclamer publiquement que le moment d'une confrontation directe n'est pas encore venu, invoquant un ordre du jour chargé de questions plus urgentes. Parmi celles-ci, le soutien aux alliés régionaux revêt une importance capitale, comme l'a souligné le président américain Joe Biden lors de sa récente réunion avec les dirigeants philippins et japonais à la Maison-Blanche, réaffirmant l'engagement des États-Unis à défendre ses alliés dans le Pacifique face aux préoccupations croissantes concernant les actions provocatrices de la Chine dans la région. Lors d'un appel téléphonique avec le président chinois la semaine dernière, Biden a exprimé ses inquiétudes concernant les activités de Pékin en mer de Chine méridionale, tandis que les Chinois ont réagi avec indignation aux critiques et ont accusé les États-Unis d'exacerber les tensions. Cependant, les enjeux dépassent largement ce qui est visible à la surface, avec une guerre économique féroce entre les États-Unis, leader du monde capitaliste, et la Chine, devenue l'atelier de fabrication mondial et le principal fournisseur de biens à l'échelle mondiale. Cette compétition, qui s'intensifie à un rythme rapide, suscite des inquiétudes à Washington, où l'on sent le leadership économique mondial vaciller. À chaque fois que l'attention semble se tourner vers une résolution, un nouveau problème émerge, qu'il soit d'ordre international ou local, reportant ainsi toute confrontation directe jusqu'à ce que les deux parties estiment que les conditions sont favorables ou adoptent un ton plus ferme, comme celui utilisé par le secrétaire du Trésor des États-Unis lors de sa récente visite à Pékin. Jeanne Mansour pour Medi 1 TV, depuis Washington. Merci Jeanne. Alors je me tourne à présent vers Richard Goodstein. Richard, les responsables chinois ont vivement réagi aux critiques américaines concernant la situation en mer de Chine méridionale en reprochant aux États-Unis d'avoir exacerbé la tension. À cet égard, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré, je cite, « Il est fondamental de respecter la souveraineté territoriale de la Chine, tandis que les droits et intérêts maritimes de la Chine demeurent inébranlables. La Chine demeure résolue à défendre ses droits légitimes. » Fin de citation. Alors, l'administration Biden est-elle préparée à faire face à des discours aussi tranchants? Bien que ces termes évoquent une posture défensive, ils témoignent aussi d'une certaine fermeté, ce qui pourrait laisser augurer de nouvelles tensions dans les mois à venir. Écoutez, je pense que la ministre aurait dû encadrer l'expression « souveraineté territoriale de la Chine » avec prudence, car elle reflète uniquement la perspective de la Chine selon laquelle elle détient la souveraineté sur cette région. Si l'on se réfère à une carte datant de 40 ans, cette zone n'était revendiquée par aucun pays, certainement pas par la Chine à l'époque. Par la suite, la Chine a construit des îles artificielles dans cette région et a revendiqué leur contrôle. Néanmoins, l'administration Biden a adopté plusieurs réponses stratégiques à cette situation. Premièrement, le récent sommet entre les États-Unis, les Philippines
et le Japon représentent une initiative robuste en réponse aux préoccupations dans le nord et l'est de la Chine. De plus, récemment, un accord a été conclu entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, ce qui pourrait susciter une réaction prudente de la part de la Chine dans le sud. Les États-Unis ont également développé des partenariats économiques étroits avec le Vietnam et d'autres nations d'Asie du Sud-Est, certaines étant limitrophes de la Chine. Ainsi, bien que la Chine adopte un ton ferme, l'approche de l'administration Biden vise à éviter une confrontation directe tout en affirmant sa détermination, ce qui contraste avec les pratiques antérieures. En outre, il est important de noter les événements récents en Israël où la Chine, la Russie, la Corée du Nord et désormais l'Iran sont associés dans un axe du mal, comme disait l'ancien président Bush. Iran have an axis of evil. China would be the addition since George W. Bush coined that term. La Chine devrait analyser la façon dont l'Iran a tenté, sans succès, de percer les défenses israéliennes et considérer les implications d'un éventuel conflit cinétique avec des missiles. La collaboration entre Israël, les États-Unis et d'autres alliés a jusqu'à présent été efficace dans ce contexte. Je vous remercie infiniment, Richard. Nous allons maintenant faire une courte pause, alors restez bien avec nous. Please stay tuned. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Aujourd'hui, nous abordons de nombreux défis que pose la Chine, qu'ils soient d'ordre militaire, économique ou liés aux droits de l'homme. La compétition commerciale mondiale imposée par Pékin repose sur des pratiques qui sont en contradiction avec les normes et lois internationales. D'une part, la Chine inonde les marchés de produits de qualité médiocre, exploitant une main-d'œuvre faiblement rémunérée et dont les droits sont souvent négligés dans un environnement où les manifestations et les protestations sont réprimées. En outre, la Chine manipule sa monnaie de manière à avoir un avantage déloyal sur les autres économies. En ce qui concerne le sommet trilatéral qui s'est tenu récemment à la Maison-Blanche, des accords ont été conclus entre 3 pays pour intensifier les exercices conjoints de la marine et des gardes-côtes, prévoir de nouveaux investissements dans les infrastructures et renforcer la coopération technologique. Cette initiative pourrait avoir un impact significatif sur l'équilibre des pouvoirs dans la région Asie-Pacifique, notamment en réponse aux actions provocatrices de Pékin, en particulier en mer de Chine méridionale. Je suis d'avis, jusqu'à récemment, en Chine, qu'une idée prédominante s'était répandue pour diverses raisons, suggérant que les États-Unis avaient peut-être quelque peu perdu de leur emprise en tant que puissance mondiale, une perception que nous avons tendance à partager. Cette dynamique était peut-être alimentée par le penchant de Donald Trump pour les autocrates et les dictateurs, offrant potentiellement à Xi Jinping une marge de manœuvre qu'il n'aurait pas envisagée autrement. Toutefois, il est peu probable que cette perception s'applique à Joe Biden. Sous son mandat, des initiatives telles que l'augmentation de la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis ont été entreprises, réduisant ainsi la dépendance de la nation envers la Chine pour des technologies cruciales. Cette action concrète pourrait à long terme atténuer le besoin d'une confrontation militaire directe. De plus, elle pourrait réduire l'hésitation des États-Unis à répondre militairement, car les conséquences d'une interruption des échanges commerciaux avec la Chine pourraient être moins dévastatrices pour l'économie américaine. Comme je l'ai mentionné précédemment, il semble maintenant que des partenariats se développent entre le Japon, les Philippines et l'Australie, ce qui pourrait amener la Chine à se sentir quelque peu circonscrite et moins libre d'agir de la manière dont elle le faisait auparavant. Je vous remercie, Richard. Chris, en tant que vétéran du corps des marines, votre expertise nous est précieuse pour évaluer les objectifs stratégiques de cette collaboration tripartite qui s'est développée au cours de ces dernières semaines. Dans une certaine mesure, cette initiative renforce la détermination de la Chine dans la région, même si nous cherchons à projeter une approche plus combative. Alors, selon vous, en quoi avons-nous réduit la menace et créé les conditions pour améliorer notre position dans la région pour les 2 prochaines années? Marc, nous avons été témoins de 2 excellentes analyses.
La première issue de votre entretien perspicace avec M. Albert, dont il a fourni des informations importantes. Ensuite, Richard a commencé à répondre à la question lors de son analyse, lors de la situation en Chine. L'idée principale ici, que les États-Unis avec leurs alliés du Pacifique cherchent à ériger une barrière afin de contenir l'expansion chinoise, de la ralentir avant que la situation ne nécessite une confrontation directe. Ainsi, si la Chine perçoit une volonté de riposter de la part des États-Unis et de leurs alliés, cela pourrait potentiellement la dissuader de s'engager dans une confrontation militaire, comme l'a souligné Richard. Ce qui est particulièrement intéressant pour nos téléspectateurs, c'est le rôle crucial du Japon dans cette dynamique. Bien que 75 ans se soient écoulés depuis la Seconde Guerre mondiale, l'armée japonaise a considérablement renforcé ses capacités militaires au cours des dernières années, devenant ainsi le 3e pays du monde en termes de dépenses militaires. Cela revêt une grande importance pour les États-Unis et leurs alliés dans la région du Pacifique. Récemment, le Japon a acquis 400 missiles Tomahawk dans le cadre de sa stratégie de défense et il établit également un nouveau centre d'opération conjoint. Ces développements montrent clairement que le Japon cherche à moderniser ses capacités militaires pour faire face à toute éventualité. Cette semaine verra la tenue d'exercices militaires impliquant les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Cela confirme une fois de plus l'idée évoquée par Richard d'un front uni visant à contenir la Chine, alors qu'elle cherche à redéfinir la dynamique du Pacifique. Merci Chris. Alors après avoir écouté les analyses de nos 3 experts, Marc Albert, Richard Goodstein et Chris Lapetina, je vous propose d'écouter ce qu'en pensent nos concitoyens creusés dans les rues de Washington DC. La question posée était la suivante. La Chine constitue-t-elle un défi économique majeur pour l'économie américaine? On les écoute. Je suis Mushtaq Khan, professeur d'économie à l'Université de Londres. Dans chaque pays, l'utilisation de politiques économiques pour stimuler le secteur manufacturier est une pratique courante. Les États-Unis le font, tout comme la Chine. Cette compétition est légitime, impliquant non seulement le marché, mais également les politiques. Ainsi, tout comme la Chine a le droit d'utiliser ces politiques pour favoriser son secteur manufacturier. Les États-Unis ont le même droit. Je ne considère pas qu'un côté soit intrinsèquement bon ou mauvais. Il s'agit plutôt d'une compétition à l'échelle mondiale. Étant un pays en développement, la Chine bénéficie de salaires plus bas, de moins de protection sociale en raison de charges fiscales moins élevées et d'une main-d'œuvre moins chère. Cependant, il revient aux travailleurs de ces pays de revendiquer des salaires et des conditions de travail améliorées. Les travailleurs, y compris ceux de la Chine, ont légitimement le droit de réclamer de meilleures conditions. Cette dynamique ne relève pas de la concurrence déloyale, mais plutôt de la répartition des ressources à travers le monde. Je suis d'avis que la montée en puissance de la Chine a des répercussions négatives sur l'économie américaine, car Pékin cherche à s'affirmer en tant que superpuissance mondiale. Absolument pas, je n'adhère pas à cette idée. Tout ce qui se passe dans ce monde tourne autour de l'économie et des finances. Ainsi, fondamentalement, la Chine agit comme nous le faisons, cherchant à générer des revenus. Yo creo que va parte y parte porque quién está comprando el producto. Je pense que la responsabilité est partagée. La question réside dans le choix des consommateurs qui achètent ces produits, qu'ils soient d'origine chinoise, indienne ou autre. A ese producto, ya sea que lo produzca China o lo produzca la India o lo produzca cualquier otro país que nos quiera vender algún producto de una forma barata. Así que il est naturel que le consommateur se tourne vers des produits bon marché, peu importe leur provenance. Le choix revient au consommateur américain qui favorise ainsi l'importation de produits étrangers. Il est répandu dans le discours public que la confrontation avec la Chine représente un enjeu significatif et coûteux, comme le rappelait tout à l'heure Richard Goodstein. Aucun leader éclairé, qu'il soit militaire ou politique, ne sous-estime de telles implications financières et stratégiques.
D'ailleurs, cette vision trouve écho dans les propos de Mark Albert quand il évoque la tendance des administrations précédentes à identifier la Chine comme la principale préoccupation pour ensuite voir les priorités évoluer au fil du temps. Ainsi se pose la question de savoir si nous assistons à une aggravation de la situation, chaque président transmettant le problème au suivant avec un effet boule de neige. Au cours des 2 dernières administrations, une reconnaissance tardive de l'ampleur de la menace que représente la Chine pour les États-Unis s'est finalement manifestée. L'accroissement notable des ambitions militaires chinoises autour des 10 dernières années a amplifié cette prise de conscience, mettant en lumière une évolution significative par rapport aux décennies précédentes. Cette situation résulte d'une série de facteurs complexes. Malgré les discours énergiques de l'ancien président Donald Trump sur la nécessité de contenir la Chine, les mesures concrètes ont été rares, comme l'a souligné précédemment Chris LaPetina en abordant des problématiques telles que le vol de propriété intellectuelle et le transfert de technologies contraints, restés sans réponse sous l'administration Biden. Les subventions d'État chinoises alimentant la compétitivité de la Chine sur la scène mondiale ont également été un sujet de préoccupation, bien que les tarifs imposés ont en réponse et principalement impacté les clients américains plutôt que la Chine elle-même. La stratégie de l'ancien président Joe Biden semble marquer une continuité dans certains aspects de la politique précédente, tout en encourageant des initiatives visant à réduire la dépendance économique envers la Chine, notamment à travers des investissements significatifs dans des secteurs clés tels que la fabrication de semi-conducteurs. Cette démarche vise à renforcer l'indépendance économique vis-à-vis de la Chine, tout en incitant cette dernière à reconsidérer ses actions à long terme dans un contexte international de plus en plus complexe, notamment en tenant compte des récents développements géopolitiques impliquant des acteurs comme Israël et l'Iran. Whether its course of action is a prudent one over the long haul. Je vous remercie infiniment, Richard. Nous orientons désormais notre attention vers le continent africain, qui est perçu comme un futur pôle économique mondial, grâce à la jeunesse de sa population, à l'abondance de ses ressources naturelles et minérales, ainsi qu'aux opportunités d'investissement qui y sont offertes. La Chine prévoyante a rapidement saisi ces signaux et s'est engagée dans des relations commerciales et des partenariats avec plusieurs pays africains. Cependant, certains de ces partenariats sont marqués par des contrats léonins imposés par la Chine, qui a su imposer ses propres intérêts. De son côté, le Maroc se positionne comme une porte d'entrée stratégique pour les investissements en Afrique et les partenariats intracontinentaux. En adoptant une approche économique diversifiée, le Maroc s'est ouvert au marché mondial et attire les investisseurs, tout en veillant au respect des conditions et réglementations liées à la protection des droits des travailleurs et des industries locales. Nous vous proposons à présent de suivre un reportage qui examine de près la présence chinoise croissante sur ce continent africain. Bien que la politique et les idéologies aient traditionnellement dominé la diplomatie chinoise, les relations sino-africaines ont subi une transformation radicale, passant d'un cadre purement politique à une orientation exclusivement économique. Cette évolution n'a pas été exempte de défis, notamment le monopole de certains pays africains sur le marché africain et l'incapacité de la Chine à répondre aux besoins financiers des nations africaines les plus démunies en termes de prêts et de soutien financier. Les vastes réserves minérales et de matières premières de l'Afrique alimentent directement les ambitions de croissance économique intérieure de la Chine. Le continent, avec une superficie de 30 millions de kilomètres carrés et une population d'1,2 milliard d'habitants, représente une cible stratégique pour les importations chinoises. Bien que la géoéconomie africaine ait connu des évolutions significatives au cours du siècle dernier, avec l'émergence de puissances économiques régionales telles que le Maroc, l'Égypte et des nations riches en ressources pétrolières comme le Nigeria. Les relations économiques et commerciales entre le Maroc et la Chine revêtent une importance capitale, soulignée par la dynamique croissante depuis la visite d'État de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en Chine en 2016. في المجال الاقتصادي والتجاري.
La Chine a investi massivement au Maroc, notamment dans la production de pièces détachées et la construction de Mohamed VI Tanger Tech City, stimulant ainsi les échanges commerciaux bilatéraux qui ont considérablement augmenté ces dernières années. إلى ما يناهز 75 مليون درهم حتى نهاية 2022. أما صادرات المملكة إلى الصين فقد عرفت نمواً غير مسبوق. Les exportations marocaines vers la Chine ont enregistré une croissance significative, passant de près de 3 milliards de dirhams en 2017 à environ 3,5 milliards de dirhams en 2022. Cependant, ce qui distingue ces relations, c'est le rôle du Maroc en tant que porte d'entrée majeure vers le continent africain, favorisant une approche économique équilibrée qui ne laisse pas la place à un monopole et permet aux partenaires africains de diversifier leurs relations commerciales sans négliger la Chine en tant qu'acteur économique majeur mondial. Chris Lapetina, on voit que le Maroc joue un rôle significatif en tant que partenaire économique et commercial majeur pour des acteurs tels que l'Europe, les États-Unis et la Russie. Ces relations commerciales avec la Chine sont caractérisées par la rationalité et le pragmatisme, en privilégiant ses propres intérêts avant de s'engager avec d'autres grandes puissances économiques. Alors comment évaluez-vous la stratégie de la Chine pour pénétrer le marché africain en tenant compte de la présence de pays comme le Maroc, l'Égypte ainsi que des nations riches en ressources énergétiques comme le Nigeria dans un tel contexte ? Marc, le plus important dans cette émission est que nous évoquions des sujets pertinents qui intéressent nos téléspectateurs. D'ailleurs, vous avez tout à fait raison, l'Afrique représente vraisemblablement l'avenir de l'économie mondiale. Ainsi, tous les acteurs économiques majeurs tels que les États-Unis et la Chine aspirent désormais à s'implanter sur le marché africain, le considérant comme une priorité stratégique. Dans cette optique, le Maroc se présente comme un partenaire idéal pour la Chine, étant l'une des principales portes d'entrée vers le continent. Cette réalité n'a pas échappé à la Chine, qui a rapidement saisi cette opportunité. Bien que la stratégie chinoise de la ceinture et route n'ait pas été bénéfique pour tous les pays, il a rencontré un franc succès au Maroc. En effet, le Maroc a conclu un accord de coopération avec la Chine en 2022, générant depuis des échanges commerciaux fructueux et profitables, notamment pour les États-Unis. Il est crucial pour les États-Unis de rattraper le retard et de rivaliser avec la Chine en proposant des conditions plus avantageuses aux pays partenaires, tels que le Maroc. Le Maroc, en tant que nation souveraine sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, est en mesure de choisir les partenaires économiques qui servent au mieux les intérêts de sa population. Ainsi, pour contrer l'influence croissante de la Chine dans des pays comme le Maroc, les États-Unis doivent offrir une alternative attrayante. C'est là tout l'enjeu du marché libre. Ce défi incombe à l'administration actuelle ainsi qu'aux futures administrations. Si les États-Unis souhaitent rester compétitifs en Afrique, ils doivent conclure des accords mutuellement bénéfiques avec des pays comme le Maroc, leur permettant de choisir les États-Unis plutôt que la Chine comme partenaire privilégié. Je vous remercie, Chris. Alors Richard, comme l'a souligné Chris, tout se résume à une affaire de concurrence à la lumière de l'évaluation comparative de la compétitivité des États-Unis et de la Chine. Pensez-vous que les États-Unis ont été à la hauteur? Marc Albert a effleuré ce sujet. Les États-Unis, selon lui, ont adopté une approche commerciale plus lente à l'égard de l'Afrique par rapport aux initiatives chinoises telles que la ceinture et la route. Il est indéniable que les États-Unis ont adopté une approche relativement lente. Après la conclusion de l'accord de libre-échange entre les États-Unis et la Chine, il semblait que la Chine allait s'intégrer progressivement dans l'ordre mondial et se conformer aux normes internationales. Cependant, cette anticipation reposait davantage sur l'espoir des États-Unis que sur la réalité effective. En réalité, la Chine n'a pas suivi cette voie escomptée. De plus, les États-Unis ont été en grande partie absorbés par les conflits en Irak et en Afghanistan pendant près de 2 décennies, ce qui a détourné leur attention de l'Afrique, la traitant presque comme une réflexion à prix coup. Cependant, il y a des signes indiquant que cette situation pourrait évoluer. Le sénateur Chris Coons du Delaware, proche allié de Joe Biden et coprésident de sa campagne de réélection, se concentre particulièrement sur les enjeux liés à la Chine. Si quelqu'un peut faire avancer les choses, c'est lui.
en s'efforçant de combler le retard accumulé par les États-Unis. Il existe un potentiel considérable à exploiter en Afrique, que ce soit en termes de population, de ressources naturelles ou d'autres opportunités économiques. Malheureusement, je considère que cette opportunité a été en grande partie manquée. Barack Obama, dont le père est originaire du Kenya, était profondément respecté sur tout le continent africain. Il serait avantageux pour Joe Biden de capitaliser sur cette connexion et d'en tirer parti pour promouvoir les intérêts des États-Unis. Très intéressant. Vous évoquez le sénateur Coons qui, selon de nombreux observateurs, pourrait être considéré comme un candidat potentiel au poste de secrétaire d'État lors d'un éventuel second mandat Biden. La mission qui lui est confiée et les positions qu'il a exprimées sur la Chine pourraient être interprétées comme une sorte de préparation à cette fonction. Parmi les exigences que les États-Unis voudraient imposer à la Chine, on retrouve la nécessité d'une monnaie stable, l'arrêt de la manipulation des marchés, la fin du vol de propriété intellectuelle, évoqué par Chris Lapetina, ainsi que l'arrêt de la saturation des marchés de produits de pacotille qui nuisent à la circulation des biens de consommation américains et de leurs partenaires. Dans ce contexte, il est légitime de se demander si le Maroc, qui est, je le rappelle, un partenaire commercial privilégié des États-Unis, bénéficiant d'un accord de libre-échange, si le Maroc commençait à dominer les marchés européens avec des produits, serait-il vraiment raisonnable de lui demander de cesser la production de ces biens ? Je suis donc d'avis que la situation entre les États-Unis et la Chine ne nécessite pas l'arrêt pur et simple de la production. Ce qui est requis, c'est plutôt de cesser la production à des coûts dérisoires, pratique qui favorise la domination chinoise sur les marchés mondiaux. Que ce soit dans le domaine des panneaux solaires ou des véhicules électriques, la Chine inonde les marchés mondiaux en produisant à des prix défiant toute concurrence, ce qui place les fabricants américains, européens et d'ailleurs dans l'incapacité de rivaliser. Cette situation découle du fait que la Chine bénéficie de subventions massives de la part de l'État pour soutenir sa production, profitant ainsi d'un avantage compétitif déloyal. Elle maintient cette pratique car elle offre une solution pour employer la main-d'œuvre migrante venant des zones rurales, maintenant ainsi un niveau d'emploi élevé dans ces usines. Ce mode opératoire consistant à inonder des marchés mondiaux vise clairement à éliminer toute concurrence potentielle en poussant ses concurrents à la faillite. Personne n'exige du Maroc ou de tout autre pays d'arrêter leur production. Ce qui est demandé à la Chine, c'est de cesser de produire des biens destinés à des marchés déjà saturés, à des prix inférieurs de leur coût réel de fabrication. Et puis, comme l'a souligné Chris précédemment, cette pratique enfreint de nombreuses règles du commerce mondial. Très vrai. Chris Lapetina, en 2022, les échanges commerciaux entre le Maroc et les États-Unis ont totalisé 6,8 milliards de dollars, avec des exportations d'un montant de 4,5 milliards et des importations de 2,3 milliards. Mais si la Chine poursuit une telle politique commerciale expansionniste, pensez-vous que l'élargissement de ces partenariats avec le Maroc pourrait représenter à l'avenir un risque pour les intérêts commerciaux des États-Unis et de leurs alliés dans cette région ? Bon, Marc, je pense qu'un des objectifs essentiels de cette émission est d'inciter le gouvernement des États-Unis à accorder une plus grande attention au Maroc, car notre relation est véritablement un exemple de réussite, notamment sur le plan commercial. Par conséquent, je suis d'avis que nous devrions intensifier notre compétitivité. C'est le mot-clé. Les États-Unis peuvent rivaliser avec la Chine. Dans le même temps, nous devons exercer une pression et sensibiliser les autres pays qui font affaire avec la Chine sur le fait qu'ils ne respectent pas les règles qu'ils ont signées. Quant aux pays comme le Maroc, nous devons simplement être compétitifs, présenter notre meilleure offre, écouter attentivement les besoins des Marocains et nous assurer d'y répondre. Parallèlement, nous devons continuer à souligner que le comportement injuste de la Chine nuit à l'ensemble de l'économie mondiale. Merci Chris. Richard, de nombreux pays africains, dont l'Algérie, sont dirigés par des régimes militaires. Ces pays ne s'embarrassent pas de conditions préalables, comme les questions relatives aux droits de l'homme ou à la démocratie, pour développer des partenariats commerciaux avec la Chine. Alors, pensez-vous que ça la favorise dans sa compétition sur le continent africain ? À court terme, c'est effectivement le cas. Ce qui reste incertain, c'est si cela perdurera sur le long terme. Écoutez, il est difficile pour les États-Unis de rattraper le temps perdu pendant toutes les décennies où la Chine a conclu ses accords avec des pays comme l'Algérie, tandis que l'attention des États-Unis était ailleurs.
Cependant, soyons clairs, la Chine, comme vous l'avez souligné, semble peu soucieuse des droits de l'homme et est plutôt encline à les violer. Néanmoins, l'Afrique a été confrontée à des défis presque aussi longtemps que l'histoire moderne peut le raconter, du nord au sud, d'est en ouest. Si un continent devait accorder une importance réelle aux droits de l'homme, ce serait l'Afrique, car ses habitants ont vu les conséquences du non-respect de ces droits. Je dirais donc qu'il est dans l'intérêt de la plupart des pays africains de s'associer à des nations qui reconnaissent et respectent les droits de l'homme plutôt que d'être indifférents, car à long terme, ils en bénéficieront. En fin de compte, nous verrons comment cette lutte se déroulera, mais il est clair que les pays ne peuvent pas rester totalement indifférents à cette question, étant donné l'exposition de l'Afrique à ces problèmes. Richard, lorsqu'on compare les prêts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international aux conditions imposées par la Chine dans ses accords commerciaux, on constate qu'elles ne sont pas très différentes. Par conséquent, certains ne voient dans cette domination chinoise en Occident rien de bien différent. Alors cette perspective est-elle vraiment pertinente ? Et c'est précisément le cœur du débat ici, la concurrence. Et nous sommes en concurrence avec la Chine ainsi qu'avec d'autres acteurs qui représentent pour les États-Unis des adversaires commerciaux. Mais peut-on vraiment dire qu'en matière commerciale, aucun d'entre nous n'est meilleur que l'autre, ou y a-t-il d'autres considérations à prendre en compte ? En réalité, la question fondamentale est celle de la primauté du droit. La Chine semble plutôt indifférente à cet égard en enfreignant les règles commerciales et en se livrant à des pratiques excessives, ce qui a conduit de nombreux pays à exprimer leurs préoccupations dans les forums internationaux sur le commerce. Je doute donc que les pays puissent conclure des accords avec la Chine en affirmant que c'est la meilleure option possible, car à long terme, la Chine pourrait tirer profit de ces accords au détriment de ces pays, tout comme elle exploite ses propres citoyens. Ainsi, bien qu'il puisse être tentant à court terme de faire des affaires avec la Chine, en espérant obtenir de meilleurs accords à long terme, il est impératif de reconnaître que le respect de l'état de droit et la prévention de l'exploitation doivent primer sur les considérations à court terme. Dans ce contexte, le continent africain pourrait jouer un rôle unificateur avec le Maroc en tant que leader potentiel dans ce domaine, en rappelant l'importance de respecter la primauté du droit pour éviter l'exploitation à long terme. Absolument. Cette semaine, nous aurons donc essayé de décrypter cette tentative d'apaisement des tensions avec la Chine tout en renforçant nos liens avec le Japon et les Philippines, avec pour thème principal la concurrence et l'importance pour les États-Unis de renforcer la coopération avec le Maroc et le continent africain. Je tiens à vous remercier pour votre attention et votre fidélité à cette émission avec le Maroc depuis Washington. Mes remerciements vont également à nos invités Marc Albert, Richard Gustin, ainsi qu'à notre chroniqueur Chris Lapetina. Merci à notre correspondante Jeanne Mansour et à toute l'équipe de production sous la direction de son réalisateur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi. Merci enfin à vous, Mark Feifly. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Min Washington.